Salut les gars, je suis Monsieur Bao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant parce que ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre, des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon les là, on va faire ton pécor, on va faire ton pécor. Pas parasite, ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement. Alors les gars, aujourd'hui le thème du jour c'est comment sortir du franc CFA. C'est la troisième et la dernière partie les gars. Dans la première étape, je vous avais parlé d'union. Il faut rester unis pour pouvoir sortir du franc CFA. Dans ma deuxième étape, je vous avais dit de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Privilégier les produits locaux. Ça va donner de la richesse à nos paysans. Ils vont produire beaucoup plus et nous on va consommer beaucoup plus leurs produits. Et du coup, ce sont eux qui gagneront. L'argent ne sortira pas, l'argent restera en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va privilégier les produits locaux et les produits importés doivent toujours être placés au second plan. C'est comme ça les gars. Maintenant, la troisième étape pour sortir du franc CFA. Allons-y. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre, des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon les là, on va faire ton pécor, on va faire ton pécor. Pas parasite, ton condamné à faire ça dans le dos du... Comment sortir du franc CFA? Dans cette partie-là, je vais vous sensibiliser aussi sur un autre thème qui est la culture électorale. Ah ouais les gars, parce que les deux sont liés. Je vais vous diffuser une vidéo que j'ai vue sur la RTI et qui donne un peu plus de détails sur le sujet dont je viens de parler, c'est-à-dire la culture électorale. Suivons ensemble cette vidéo et juste à la fin, je vous dirai comment sortir du franc CFA. Le début des années 90 a été marqué en Afrique par une vague de démocratisation entraînant la naissance du multipartisme et des élections concurrentielles dans la plupart des pays du continent. Il s'agissait pour beaucoup d'une découverte après une longue parenthèse de partis uniques. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de ce processus démocratique. Mais 2 décennies après cette euphorie électorale, voter, ce devoir civique reste mitigé. En 2010, j'ai voté. Et cette année, en 2020, je pense que moi, je ne vais pas voter. Personnellement, je ne vais pas voter. Parce que les présidents, quand ils viennent au pouvoir, ils nous font croire qu'ils sont là pour la jeunesse. Ah, pourtant, c'est la jeunesse qui vote. La plupart, c'est la jeunesse. Mais quand ils viennent au pouvoir, ils disent que la jeunesse vont pousser la jeunesse à trouver du travail. Mais au finish, zéro. Et moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas voter en 2020. Par rapport aux élections, je votais. Mais j'ai décidé de ne plus voter parce qu'on ne voit rien. Ça décourage la population. Tu vas aller voter et puis c'est les mêmes choses. Donc, du coup, les gens se retirent, les gens sont réticents sur le vote, sur les élections dans nos pays. Tout d'habitude on vote, mais il n'y a rien gagné dedans. Je vote plus. Parce que bon, depuis que je vote la main, je ne gagne rien dans le pays là. Mes enfants sont là, il n'y a pas un qui travaille. Je vote pourquoi? On vote, on dit à voter que les choses avancent, que le pays va changer, les enfants vont travailler, vous l'avez fait commerce, on va vous aider les pauvres, mais nous les autres on ne gagne pas aussi, donc moi je ne peux plus voter. Voter pour protester ou voter pour se soumettre, le droit de vote reste malgré tout une des principales revendications des luttes nationales. Moi je vote parce que il faut voter pour respecter la loi de son pays et puis pour qu'il y ait une stabilité dans le pays. Parce que sans le vote, on n'est pas stable. La loi est là, il faut la respecter. C'est très important. Donc tout citoyen doit voter. Ce n'est pas la peine de dire que je suis de tel parti, de tel parti. Il faut voter pour tout le monde, pour le peuple. Pour que la paix revienne dans le pays, c'est tout. Moi, c'est très important. Tout le monde doit sortir pour aller voter. C'est important. Ça, c'est un devoir, comme ils le disent, un devoir pour tout citoyen de voter. Et puis, permettre aussi au peuple de choisir, de faire son choix. Choisir son président. S'il ne vote pas, est-ce que mon candidat sera élu? Voilà. Ils sont obligés de voter pour qu'il soit élu. Ce que j'attends d'eux, c'est la franchise. Et puis, qu'ils mettent le pays sur les rails et qu'en tout cas, ils fassent que la paix revienne au pays
réellement et que les citoyens vivent, ils profitent, en tout cas, soient fiers d'être dans ce pays. Je pense que c'est parce que les leaders, disons les candidats, entre eux, il n'y a pas de... Quand ils battent la campagne, ils promettent des choses et après, élus, rien. Peut-être que c'est ce qui a fait que le nombre de votants régresse d'année en année. Achèteriez-vous une maison que vous n'aimez pas? Sûrement pas. C'est un peu cette image de la culture électorale en Côte d'Ivoire. Alors, le vote par défaut ou votre contre prend de plus en plus la place du vote pour un véritable projet qui sera mis en œuvre. Les Ivoiriens et la culture électorale, donc c'est la thématique de ce dernier rendez-vous de la semaine concernant Matin Bonheur. Nous avons sur le plateau, il va l'annoncer, M. Clément Seyi, à ma droite, donc à votre gauche, qui est responsable d'ONG. Le nom, c'est Désir d'avenir, tout un programme. Et puis à ma gauche, donc à votre droite, notre sociologue, docteur Maison, docteur Nil Niel-Bien. C'est justement avec lui que nous allons commencer. Alors, docteur, ce rapport au gain, là, je gagne quoi? Quand je vote, je gagne quoi? Ça revient de façon récurrente. Est-ce qu'on vote pour gagner? On vote pour quoi au juste? C'est une question très fondée parce qu'elle est basée sur un paradoxe. On demande aux uns et aux autres d'aller s'exprimer et ils parlent de vote utilitariste ou utilitaire. C'est-à-dire, on va aller troquer, on va aller faire une transaction gagnant-gagnant ou bien on récolte quelque chose de son vote. Le problème est nettement plus complexe que cela. En général, la politique, ce sont des projets de société. Quel projet je veux voir élire pour véritablement, parce que cela convient à ma vision du monde, à mon approche de la société. Aujourd'hui, quand les gens disent on vote, on n'a rien. Évidemment, quand on est dans son pays, tout le monde aspire à ce que son enfant travaille. Et tous les candidats viennent avec des projets de société. Il m'appartient à moi de lire, de comprendre, mais aussi de contribuer par mon vote, par l'expression de mon vote, du projet de vie auquel je crois. Aller voter, c'est croire à un projet de société. Voter, le vote ne règle rien. Dans le monde entier, c'est ainsi fait. Et il ne faut pas aussi confondre promesse électorale et réalité de vie. Quand on finit de voter aujourd'hui, hier ressemble à aujourd'hui, aujourd'hui ressemblera à demain. Mais en tant que citoyen, j'ai exprimé, mais quelle pression je mets sur mon leader, élu ou pas, pour essayer de voir mise en réalité ou en mouvement, ou quel progrès, comment est-ce que je me comporte après, parce que ça ne s'arrête pas au vote. Nous, quand on vote, on disparaît. Tous les Africains, on vient, on pense que le vote a tout réglé. J'ai voté pour M. Govoy, c'est réglé, je vais me coucher, il va régler tous mes problèmes. Ça n'a pas de sens, ça n'existe nulle part. C'est un vrai paradoxe du manque de civisme ou du manque de sensibilisation ou de confusion. Le vote n'est pas utilitariste ou utilitaire, au sens où il rapporte quelque chose à celui qui vote. Alors, est-ce que justement cette confusion n'est pas entretenue par les promesses électorales que vous avez citées précédemment? Parce que quand des candidats vont en campagne, ils promettent tout. Ils promettent la lune, ils promettent de réhabiliter tous les centres sociaux, les hôpitaux. Ils promettent tout, pratiquement. Donc les populations, à un moment, y croient. Mais madame, surtout quand elles ne sont pas très instruites. Ce que je peux répondre, ce n'est pas une affaire d'instruction. C'est-à-dire que si quelqu'un attend d'être ministre, député, président avant de régler les problèmes de ses propres parents, il y a un problème. On dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On a toujours été là, on a toujours su comment ça se passait. D'aucuns même diraient que la politique est de la fourberie. Depuis que le monde est monde, ça s'appelle promesse, ça ne s'appelle pas réalité. Si c'est réel, il réalise. Mais tant qu'il promet, il faut qu'on se doute, on se pose des questions. Et une fois, quand on est au meeting, c'est en ce moment qu'on vérifie tout cela. Quelqu'un me parle de la construction d'un hôpital, de créer 100 000 emplois, 10 000 emplois pour la jeunesse. C'est à partir de ce moment que je lui pose des questions précises et concrètes pour me rendre compte de la faisabilité du projet qu'il me vend. Sinon, après, c'est trop tard. J'y ai cru, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce qu'on a tous notre bon sens. Quand il vient, il nous parle. On pointe du doigt les mêmes anomalies. C'est-à-dire, le raisonnement que j'ai eu pour dire qu'il y a 60% de chômage en Côte d'Ivoire. Comment en 5 ans, par un coup de baguette magique, quelqu'un pourrait venir résorber le chômage? C'est impossible. Parce que si on va sur des bases saines,
De 1960 à aujourd'hui, le plus gros employeur de la Côte d'Ivoire, c'est l'État. C'est 175 000 emplois. Et si on va mathématiquement, on fait à peu près 25 000 la population, 60% de jeunes autour de 25 ans, à un moment donné, on va se rendre compte que mathématiquement, ce n'est pas possible. Même les États-Unis, les plus grands pays, font autour de 100 à 125 000 emplois. Et c'est le seul pays. La France, c'est des 10 000, 11 000 emplois. Donc, quand quelqu'un vient vous promettre 1 million d'emplois en 5 ans, on doit savoir automatiquement que c'est une chimère ou une promesse électorale. Monsieur Clément Seyi, dans ce que le docteur vient de dire, on sent que les Ivoiriens, quelque part aussi, accompagnent ça parce qu'ils ne sont pas nombreux à voter. Quand on préparait l'émission, on donnait des statistiques qui étaient étonnantes. Quand même, les Ivoiriens ne se déplacent pas, hein, contrairement à ce qu'on pense, à part peut-être en 2010, où on a battu le record. Mais vous allez nous expliquer ça. Merci, M. Gouvoy. Bon, juste un petit rectificatif. C'est désir de paix et d'avenir. Ok. Voilà. Désir de paix et d'avenir. Voilà. Alors, effectivement, j'ai regardé le reportage tout à l'heure. Presque tous ceux qui ont été interrogés, et tous ont voté. Et tous ont voté. Mais, alors, je vais essayer de dépeindre ce tableau. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, en 1990, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter sur 12 millions d'Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a eu 9 millions qui n'avaient pas voté. En 1995, contre Bédier, contre M. Vaudier, alors les Ivoiriens étaient 2 millions, environ d'ailleurs 2 millions à voter sur 14 millions d'Ivoiriens. En 2000, M. Laurent Gbagbo contre M. Guy Robert, les Ivoiriens étaient toujours environ 2 millions à voter. Vous voyez? Une population de 16 millions. 16 millions. Donc on voit que les ratios s'amenuisent. Et en 2010, bon, tout le monde sait que c'est des élections qui avaient des enjeux particuliers. Donc il y a eu 4 800 000 Ivoiriens. C'était le record, ça. C'est le record. En 2000, il y avait... 2010, là, on parle en 2010, 20 millions, environ 20 millions d'Ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions. Il y a encore 3 millions d'Ivoiriens qui ont voté. Alors, quand vous voyez de 90 jusqu'à aujourd'hui, en 90, on était à 3 millions à voter. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions à voter. Bon. Alors que la population a carrément doublé. Voilà, ben, je me pose plein de questions. Est-ce qu'il n'y a pas... Tous ceux qui avaient les 17 ans, là, l'âge n'évolue pas? Ou bien il n'y a pas de naissance dans ce pays? Franchement, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais nous avons mené un peu cette petite étude et nous avons découvert que les Ivoiriens se fient aux préjugés, s'ils se fient à ce que leur leader politique leur fait croire. Vous voyez, en 1995, on a assisté à l'avènement du boycott. Et c'est devenu une institution dans ce pays. Quand tu n'es pas content, tu boycottes. Alors, vous savez, le vote, c'est le droit le plus absolu d'un citoyen. Tout le monde n'est pas politicien, c'est-à-dire cette politique qui a trait au pouvoir d'État, tout le monde ne la fait pas. Mais il y a un seul jour où le citoyen peut parler de politique. Ce jour-là, c'est le jour de vote. Alors, quand il y a des politiciens, il y a des politiciens qui encouragent les militants à boycotter les élections. Ça, c'est pas normal. Ça fait la première plaie. La seconde plaie, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est la France qui nous envoie un président. Donc, puisque la France envoie un président, il va l'imposer, ce n'est pas la peine de sortir, on se fatigue pour rien. On reste chez nous. Bon, troisième point, on nous dit les dés sont pipés, ils vont tricher, ce n'est pas la peine, on ne sort pas. Bon, de vous à moi, quand tu ne sors pas pour aller voter, à la fin, tu ne peux pas parler de fraude, puisque tu n'es pas sorti. On a l'impression que on fait beaucoup de politique au salon, mais quand il faut agir, on est un peu... Mais effectivement, je vais prendre peut-être un exemple. En 2000, par exemple, M. Laurent Gbagbo, il a été élu avec 1 65 000 voix. Alors, prenez la population d'Abidjan, elle dépasse de très loin 1 million. Vous voyez? Même quand il appelle les meetings, que ce soit au Stade Fouette, à la place de la République, c'est rempli. Mais au moment d'aller parler pour lui, il n'y a personne. 1 65 000. Docteur, vous, comment vous réagissez à ça, avec des chiffres? Ce que vous dites est exact, ça s'appelle un comportement citoyen et responsable. À savoir qu'on peut faire de la politique dans les salons, dans les maquis où on veut, mais le jour où vous avez le grand rendez-vous avec l'histoire, c'est de prendre votre bulletin, vous rendre et puis exprimer ce que vous ressentez, ce en quoi vous croyez. Et les Ivoiriens sont des spécialistes en tout, on est tous politiciens. D'un point de vue politique, on est à peu près 25 millions à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Mais le jour du vote, où se déplacer dans les meetings pour aller poser des questions, s'éclairer, lire la constitution ivoirienne, ce qu'elle prévoit pour nous, ce qu'elle ne prévoit pas pour nous, on se rend compte qu'il y a très peu de monde au balcon. On se laisse manipuler. Parfois même, on préfère acheter qu'on achète nos voix. On nous transporte jusqu'au lieu de vote. Vous voyez que c'est pas un comportement. Des t-shirts, des boîtes de sardines, etc. C'est peut-être la paupérisation de la société qui explique cela, parce que j'imagine que quelqu'un qui a un train de vie convenable ne se laisserait pas acheter pour des boîtes de sardines et des babioles. Malheureusement, madame, c'est très partagé. Parce que vous verrez que celui qui doit distribuer les t-shirts a fait des gérétiens et pourtant il n'est pas nécessiteux. Donc le moment du vote, c'est pratiquement le money time pour tout le monde. Si pour moi n'est pas sorti, ça ne sortira pas. Et vous verrez que, comme je l'ai toujours dit, hein, le poisson pourrit par sa tête. Quand vous voyez le système, le schéma électoral, vous verrez que c'est un système d'entonnoir. Le gros lot rentre au-dessus et c'est le t-shirt qui sort en dessous. Et moi, j'ai expliqué aux gens quand j'étais candidat pour les élections dernières aux députations en 2016, je leur ai expliqué que ton vote, si tu as 1000 francs, divise 1000 francs par 5 ans. Tu t'en vas voter pour quelqu'un pendant 5 ans. 1000 francs divisé par 5 ans, ça fait 200. 200 divisé par 12, pour voir ce que ça donne par mois et par jour par rapport à ton enfant qui risque de ne pas être aidé. Vous voyez que, quel que soit notre état de pauvreté, symboliquement, on va sacrifier ces 1000 francs-là et essayer de faire un vote intelligent et responsable. Alors, jusque là, on parle des élections présidentielles, on va parler des élections municipales, pour les députés, par exemple, et toutes ces élections-là, qui n'ont pas un enjeu aussi important, on dira, qu'une présidentielle. Quel est le comportement des Ivoiriens vis-à-vis? Est-ce qu'ils votent encore moins pour ces élections qui sont dites secondaires? Oui, ces votes-là, ils ne se déplacent quasiment pas. Il faut les transporter, il faut les payer, il faut les aider à faire eux-mêmes leurs propres papiers, leurs cartes d'électeurs, leur enrôlement. Alors que c'est en Afrique, il y a un proverbe tagbana qui dit « on ne paye pas quelqu'un pour l'aider ». En matière de vote, en général, quand le candidat vient devant vous, il vient avec un projet de société censé vous aider. Donc, dans les débats, dans les meetings, vous lui dites s'il a bien compris vos préoccupations ou pas. C'est vous qui le mettez en mission et non le contraire. Vous ne venez pas pour dire « il va faire, il va faire, il va faire ». Donc, on est dans une position attentiste. On le mandate, on lui dit « si nous t'élisons, voilà la feuille de route que nous t'imposons. Sinon, dans 5 ans, on a encore un rendez-vous et on saura avoir la mémoire. » J'ai l'impression que quand moi je vous écoute, que nous sommes dans un pays, vraiment, dans un continent vraiment développé. Nous sommes en Afrique, il y a des réalités. Il y a des réalités parfois qui dépassent l'entendement. Voilà, donc est-ce que nous sommes prêts à avoir toutes ces aptitudes-là pour appréhender l'élection comme quelque chose de vraiment déterminant? C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui ont... Vous allez parler d'élection à des gens qui n'ont même pas vu d'eau potable depuis au moins 10 jours. Est-ce que ça ne biaise pas un peu les choses? Et puis, pardon, pour compléter à ce que Marco dit, est-ce que les Ivoiriens même saisissent l'enjeu d'une élection, par exemple? Est-ce qu'ils font la différence entre les attributions d'un maire et celles d'un député? Est-ce qu'on sait pourquoi on vote le maire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Pourquoi est-ce qu'on vote pour un député? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Voilà. Alors, effectivement, c'est ça, c'est cela, la mission de la DPA Côte d'Ivoire. Parce que nous essayons d'inculquer cette notion-là aux Ivoiriens. Effectivement, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas parce que personne ne peut connaître son droit et devoir. Et puis, quand on lui dit de ne pas le faire, et puis il ne va pas le faire. Donc, ils ne connaissent pas effectivement. Et ça, c'est notre mission de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour passer ce message-là, pour enseigner aux Ivoiriens ce que c'est qu'un vote. Même quand tu vas voter, tu mets un bulletin blanc, c'est un message que tu fais passer. Si tu vas, il y a ce qu'on appelle le vote contre, le vote pour, il y a tout ça, il y a vote sanction. Ces genres de choses, les Ivoiriens ne savent pas. Il faut leur enseigner ça. Il faut leur enseigner ça, effectivement. Docteur, est-ce que les Ivoiriens ont la culture électorale? Si oui, sinon, par exemple, est-ce qu'ils ont l'environnement qui doit conférer une culture électorale? Non, ils n'ont pas la culture électorale et l'environnement n'est pas non plus favorable. Comme le disait Eva, quand un député vient, quel est son rôle? C'est à lui de l'expliquer. Mais on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que tout citoyen responsable doit aller prendre sa constitution et la lire pour savoir quel est le mandat d'un député, quel est le mandat d'un maire, quel est le mandat d'un président de la République. De telle sorte que quand un candidat se trouve face à lui, qui lui promet monts et merveilles, ponts et écoles et autres, qu'il soit capable de lui dire « moi, ce que je sais du député, c'est quelqu'un qui touche un salaire à la fin du mois. C'est un salarié. Ce n'est pas comme un maire qui a un budget et qui a la responsabilité du développement local. » De telle sorte que il lui-même soit déjà enseigné. Mais
comme vous l'avez dit depuis le départ, le citoyen, le politicien aussi en profite. Parce qu'il y a la politique et puis il y a le politique. Le politique, c'est le système de pouvoir, comment arriver à gouverner les hommes de la manière la plus harmonieuse qui soit et que chacun trouve sa place et que chacun puisse s'épanouir pleinement. Et puis, il y a la politique politicienne, ce qu'on appelle la politique, c'est de manière cynique, de manière machiavélique, comment exploiter, aliéner, manipuler les uns et les autres pour se retrouver au pouvoir et continuer de les diviser pour ne jamais perdre sa place. Donc ce sera toujours aux citoyens et l'environnement n'est pas propice parce que c'est à nous tous de lire, de nous informer, de débattre, de nous imprégner, d'interpréter la Constitution de telle sorte qu'on puisse apporter la réplique à ceux qui viennent vers nous. Tout à l'heure, Eva disait, je n'ai pas d'eau potable depuis 10 jours. C'est vrai. Mais depuis que je suis né, comment est-ce que je bois? Avec quelle eau que je me lave? Et quelqu'un de passage, un aventurier, vient me faire croire qu'il va changer ma vie et moi j'y crois. Alors que depuis que je suis né, je me lave avec cette même eau-là. Donc c'est à moi en ce moment de tester son niveau de connaissance de ma réalité, de ma vie. Et comme on le dit, il appartient à chacun d'abord de tenter de changer sa vie. Et on pourra le faire que si on donne un mandat clair et net, collé à nos réalités, pour mettre la pression sur celui qui vient vers nous. Vous l'avez dit, hein, les élus sont au service du peuple. Oui. Alors, pendant les élections, pendant les campagnes, pardon, on veut bien, les maires sont très proches des populations, les députés aussi, etc., etc. Une fois qu'ils sont élus, ils deviennent les maîtres des populations qui n'ont même pas accès à eux, qui n'ont pas accès au conseil. Les comportements changent. Voilà, les comportements changent. Oui. Donc, il y a un comportement avant et après élection sous notre pic. Mais CCI veut intervenir. Qui peut expliquer qu'on ne veuille pas voter parce que c'est des cas qui sont légion. Non, mais qui exprimera le bol. Oui, effectivement. Vous imaginez un maire qui n'habite jamais sa commune. Ce qui est courant. Vous voyez? Et ça, c'est courant. Bon, effectivement, ça ne peut pas encourager la population à aller voter, puisque le monsieur, ce maire, il ne connaît même pas les réalités de chez lui. Donc, tout le monde sait que dès qu'il est élu, il ne viendra plus. Mais le problème, ce n'est pas au niveau du maire, mais c'est au niveau de cette population. Vous voyez la dignité, là. C'est nous-mêmes qui la bafouillons. Parce que quand on accepte les miettes de ce maire, quand il vient vers nous, mais à cet instant T où on a accepté ces miettes-là, on vient de bafouiller nous-mêmes notre dignité. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Il faut travailler le changement de mentalité. Aujourd'hui, les Ivoiriens, certains ont compris. Ils ont compris, mais beaucoup n'ont pas encore compris. Je me rappelle bien, le samedi dernier, j'ai tenu un meeting à Yopougon où j'avais besoin du monde. J'ai fait la sensibilisation et tout. Mais tout le monde à l'unanimité me disait, écoute, ici, en Côte d'Ivoire, pour avoir une salle pleine, il faut payer les gens. Il faut mettre les cas à dispo, payer les gens, et après la conférence, ils leur donnent 1000 francs parti. Je leur ai dit non. Moi, je ne fais pas ça, même si j'ai 2 personnes. Mais ces 2 personnes-là, ce sont des personnes qui viendront pour écouter, qui vont prêter attention à ce que je vais dire et qui vont me poser des questions intelligentes. Mais je ne veux pas des gens qui vont venir parce qu'ils sont là, ils attendent leur tour pour prendre leurs 1000 francs pour rentrer chez eux. Ce message, ce n'est pas comme ça que je vais travailler, moi. Et donc, c'est aussi comme ça, il faut changer la mentalité. Voilà. Et pour être dans la spirale de ce que vous dites, on assiste de plus en plus pendant les élections à des groupes de jeunes qui, je me rappelle, lors du vote par rapport à la Constitution, qui dissèquent la Constitution, mais vraiment au quartier, entre eux, vraiment qui lisent, non pas dans les agoras, je veux dire, de façon imprévue comme ça. Chacun vient, oui, les grains, très bien, les grains, chacun donne son avis et ils discutent. Et quand on passe et on voit ça, on se dit, oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses qui changent, on ne va plus nous prendre comme des, enfin, j'ai pas envie de dire le mot, nous prendre comme des tarés, entre guillemets. Je veux dire, il y a une certaine conscientisation qui est en train de se faire petit à petit. Oui, on ne peut que l'appeler de tous nos voeux et demander que tout le monde s'associe à cela. Parce que tout à l'heure, on disait que peut-être qu'on n'est qu'en Afrique, mais aujourd'hui, si vous regardez, le non-vote est mondial. Vous irez en France, les gens votent de moins en moins. Vous irez en Italie, en Grèce, aux États-Unis. Partout, les gens votent de moins en moins. Sauf quand il faut aller faire des votes de bloc contre Marine Le Pen ou contre Donald Trump, etc., ce qu'on appelle le sursaut national. Mais plus personne sur cette terre ne croit en un politicien. Voilà pourquoi nous, on n'invente rien aujourd'hui qu'on soit contre les nôtres. Parce qu'ils ne font pas notre bonheur. C'est une évidence mondiale aujourd'hui. Ça veut dire que trop de votes tue le vote. À un moment donné, on vote. Les gens votent depuis des millénaires dans certains pays. Aujourd'hui, ils sont désabusés, ils sont désenchantés, ils ne croient plus en un quelconque président qui viendra faire des miracles. Exactement. Donc ça, on arrive à ce stade-là, on ne vote plus. Nous aussi, c'est pareil, nous avons 60 ans.
Ce sont les mêmes têtes, les mêmes gens qu'on a vus, qui ont bercé nos parents d'illusions, qui continuent de nous bercer d'illusions. Donc, à un moment donné aussi, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On va prendre l'exemple d'un monsieur, par exemple, qui vit, je ne sais pas moi, à Béoumi ou dans un village peu importe l'intérieur du pays, qui aujourd'hui a ses enfants, il va au champ, etc. On lui a parlé d'élection, il y a 15 ans, il a voté, rien n'a changé, ses conditions de vie n'ont pas changé, malgré les bons projets que le candidat avait pour lui. Il y a 10 ans, il a voté pareil, il y a 5 ans, il a voté pareil. Est-ce que dans 5 ans, il ira encore voter? Finalement, il se désintéresse de la chose parce qu'il se dit, je suis résigné, rien ne changera pour moi, personne ne changera ma situation. Bien sûr, madame, mais de son côté aussi, on l'a dit, son maire, il ne le connaît même pas. Il n'a pas son numéro. Il ne sait pas où il vit. Mais où trouver le numéro du maire? Qui a le numéro du maire? Vous avez dit, pendant le temps du vote, il est accessible. Il est accessible. Mais pendant qu'il est accessible, si vous n'en profitez pas pour mettre un corps à corps entre vous, pour l'obliger, parce que le maire doit devenir votre obligé. Il va changer de numéro après son élection, oui, c'est évident. Mais n'empêche qu'on a rendez-vous dans 5 ans. Vous savez, j'ai planté les premiers arbres de la paix en 2009 à Djebonois. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Je leur ai dit, entre 2 votes, qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment qu'on parle de responsabilité. Si je viens, je vous paye. Moralement, je ne vous dois plus. Je m'en vais chercher d'abord à récupérer ma mise que j'ai engagée au niveau des élections. Parce que pendant les élections, ça m'a coûté de l'argent. Donc, le réflexe humain, c'est d'abord d'engranger ma mise. Mais pendant ce temps, si en plus vous me facilitez la tâche en ne me mettant pas sous pression, je récupère ma mise peut-être les 2-3 années, et les 2 années avant les élections, je commence à me refaire voir. Et comme les mêmes causes vont produire les mêmes effets dans les mêmes conditions d'expérimentation, ça risque de remarcher. Monsieur, une autre préoccupation par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que justement les réseaux sociaux n'exacerbent pas cette culture électorale? Est-ce que ça ne les pimente pas? Ça ne fait pas qu'il y a une nouvelle donne, un nouveau chemin qu'on peut emprunter? Est-ce que le fait d'être sur Internet, sur les réseaux sociaux, ne met pas encore plus nos hommes politiques sous haute surveillance afin de considérer réellement l'importance des votes? Oui, effectivement, ça commence à devenir un vote citoyen parce que tout est relayé dans la presse, du moins sur les réseaux sociaux, les questions de détournement, les questions de promesses. Il a promis 60 emplois, il n'en a pas créé un seul. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie conscience électorale, une vraie culture démocratique qui si vraiment elle est encouragée, canalisée, basée sur des faits, des réalités et non des rumeurs, qui risque véritablement d'avoir une forte valeur ajoutée. Et parce que c'est mondial, hein, partout aujourd'hui, ça se passe. Toute dernière question. On parle des citoyens, c'est vrai. Il faut parler également des politiques, comme vous le dites. Vous l'avez dit, un maire qui a payé, entre autres, ses électeurs pour être là où il estime qu'il ne leur doit plus rien. Est-ce que justement, le rapport que nos hommes politiques même ont à la politique n'est pas problématique? Parce que bien souvent, on investit dans des élections parce qu'on sait que derrière, il y a un gros budget qui arrive qu'on va pouvoir gérer à sa guise. Donc, on estime que justement, on ne doit rien à la population. On change le numéro de téléphone, on change tout. Allez-y. Alors, effectivement, ce que vous dites, c'est pas faux. Et c'est pourquoi je parlais de bafouiller la dignité. L'Ivoirien qui s'est fait acheter, dès lors que tu fais acheter le président, quand il arrive, il s'occupe, il ne te doit plus, puisqu'il t'a déjà payé pour pouvoir faire. Il gère pour lui. C'est pourquoi la DPA dit qu'à partir de cet instant, l'Ivoirien doit prendre conscience. Conscience pour voter. Juste ajouter quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que l'unité de mesure d'un politicien, c'est son résultat aux élections. Et c'est pourquoi nous encourageons les Ivoiriens à voter. Et c'est pourquoi notre objectif que nous avons fixé pour 2020, 15 millions d'Ivoiriens enrôlés. 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, c'est une révolution qui ne dit pas son nom. Personne n'est sorti pour marcher, personne n'est sorti pour faire un meeting, mais 15 millions d'Ivoiriens, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est prête et qui attend ces élections pour 2020. 30 secondes, mot de la fin, docteur. Bien, c'est pour dire qu'effectivement, on n'achète que celui qui est achetable. Et quand quelqu'un finit d'acheter, il faut bien renflouer ses caisses. Donc, à un moment donné, la culture démocratique nous appartiendra à tous. Comme l'a dit Eva, on ne regarde pas le budget avant d'aller se présenter aux élections. Tout comme on ne reste pas au quartier pour faire de la politique, on va exprimer le type de société auquel on croit et on met la pression sur l'élu pour qu'il dise ce qu'il a fait. Mais il paraît qu'en fait, c'est ça qui caractérise le politicien, c'est de dire ce qu'il ne va pas faire et de faire ce qu'il a dit qu'il n'allait pas faire. Merci beaucoup. Conclusion pour ce... Alors voilà, vous avez bien suivi en même temps que moi et je suis sûr que c'est la même remarque que tout le monde fait. C'est-à-dire cette vidéo, elle ne concerne pas uniquement la Côte d'Ivoire. Elle concerne aussi tous les pays d'Afrique. Avant, on se disait que les gens ne vont pas voter parce qu'ils n'ont aucune idée. On s'est dit aussi qu'à cause de leur manque d'éducation
Il y a des choses qu'ils négligent et tout ça, mais qui normalement devraient contribuer à leur bien-être social. Mais aujourd'hui, les gars, nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons appris beaucoup de choses, et vous aussi qui commencez à comprendre beaucoup de choses, qu'est-ce qui nous empêche de voter pour pouvoir sanctionner un tel ou bien réussir à propulser nos idéologies politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État? C'est-à-dire participer à l'élection de notre candidat à la présidence de la République, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre côté? Les gars, les histoires de boycott et tout ça, ça ne mène nulle part. Bien au contraire, ça fait sourire l'autre camp. Et c'est toujours comme ça. Le RDR a fait une erreur dans les années 2000. Ils n'ont pas voulu participer aux élections législatives. Et là, lorsqu'il y avait une loi qui devait être votée sous le régime du président Gbagbo, ils étaient juste dans leur maison en train de se morfondre, en train de se plaindre, en train de murmurer et tout ça, en train de bouder le gouvernement. Mais ils ne pouvaient rien parce qu'ils n'avaient aucun pouvoir. Ils ont demandé à ce que leurs partisans boycottent les élections. Aucun candidat du RDR ne s'est présenté. Mais en Afrique, nous, on s'en fout de tout ça. Si c'est en Europe, ils vont critiquer un peu. Ils vont faire de ça un tollé international. Mais en Afrique, ce sont des humeurs qu'on ne gère pas. On s'en fout de tout ça. Donc que tu boycottes ou pas, quel que soit ce que tu veux montrer, même si la personne est élue avec 2 voix, les gars, en Afrique ici, là, on continue quand même. Ça dit, on s'en fout de tout ça. L'essentiel est qu'on soit élu. Point barre. Et ça a toujours été comme ça. Mais à quel moment, nous, on va prendre conscience que notre voix, elle est importante pour sanctionner et elle est aussi importante pour confirmer, pour maintenir un président ou un quelconque candidat. Voilà, elle est très importante, notre voix. Sachez qu'il est plus facile de truquer les résultats de vote de 10 000 personnes que de truquer les résultats de vote de 17 millions de personnes. Donc les gars, sachez que c'est très important d'aller se faire enregistrer pour voter, les gars. C'est très important. Et pourquoi c'est important? Très important parce que ça pourra nous faire sortir du franc CFA. Ah oui, j'en parle maintenant. Le truc c'est que il faudrait que désormais on introduise la question du franc CFA dans le débat présidentiel. Il faudrait que ça soit ainsi désormais. Une fois que c'est fait, les gars, vous êtes tous enregistrés. Vous êtes tous prêts à voter. Parce que si la question du franc CFA est au centre du débat présidentiel, les gars, au moins, ce serait sûr pour nous de pouvoir sanctionner un quelconque candidat qui viendra dire que le franc CFA est bon pour l'Afrique, les gars. Vous comprenez? Parce que si vous ne le faites pas, ces partisans sont déjà mobilisés. Ils vont voter pour ce président. Il est donc important pour nous de savoir ce que chacun des candidats pense du franc CFA en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Burkina, au Sénégal. Il faudrait que ça soit le centre du débat présidentiel. Comme je l'ai dit, dans tous les pays qui utilisent le franc CFA. Donc en quelque sorte, si vous retenez de voter, alors vous êtes d'une manière indirecte coupable aussi du maintien du franc CFA en Afrique. Donc c'est très important de voter, les gars. C'est très important de vous faire enregistrer. Alors pour récapituler, ma première étape pour sortir du franc CFA, j'avais appelé à l'union. Il faudrait que nous soyons tous unis. Fort. La deuxième étape pour sortir du franc CFA était de consommer ce que nous produisons et de produire aussi ce que nous consommons. Donc, privilégier les produits locaux avant de commencer à penser à un quelconque produit importé. Mettez toujours les produits importés au deuxième plan. Voilà, cherchez les produits locaux d'abord. Si vous ne trouvez pas en local, alors vous pouvez penser un peu aux importés. Point barre. Maintenant, ma troisième étape pour sortir du franc CFA, c'est celle-là. Ça dit les élections. Ayez la culture du vote, les gars. Vous voyez, lorsque le FPI, entre 2010 et 2015, ne sont pas allés aux élections législatives, il y a eu des projets de loi qui ont été adoptés et qui n'ont pas plu aux gens du FPI. Ils étaient juste à la maison en train de se morfondre aussi, comme le RDR l'avait fait sous le régime du président Gbagbo. Pareil,
Alors, en 2015, lorsque les élections ont débuté, on a assisté encore à un boycott et tout ça, machin. Mais tous ces candidats qui se sont retirés, qui ont dit que non, ils ne participent pas aux élections présidentielles et tout ça, ils n'ont fait que participer d'une manière indirecte à l'élection du président Ouattara. C'est tout, les gars. Ayons la culture du vote. C'est parce que justement, on ne vote pas qu'on continue de se foutre de nous. Quand on va savoir qu'on a chaque 5 ans un rendez-vous où le peuple est prêt à sanctionner sévèrement la politique d'un quelconque gouvernement, c'est sûr que petit à petit, il y aura un véritable changement dans le quotidien des Ivoiriens, un véritable changement dans la politique africaine en général et un véritable changement en Afrique, les gars. Ne cherchez pas à savoir ce que tel ou tel candidat vous a apporté depuis que vous avez participé aux dernières élections. Non. Cherchez plutôt à savoir ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné depuis qu'il est venu au pouvoir? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? C'est ce qui devrait intéresser tout Ivoirien. Et après votre analyse, si vous constatez que la Côte d'Ivoire n'a rien gagné, alors les gars, vous avez toujours la possibilité de lui faire une barrière. Vous avez toujours la possibilité de l'empêcher d'être président. Et ça passe par le vote. Ayons la culture du vote, les gars. C'est très important. C'est grâce à cette culture du vote-là que le peuple aura véritablement le pouvoir. Sinon, tant qu'on reste passif sur ces histoires de vote-là, ils vont toujours amadouer les plus faibles. Et quand je parle de plus faibles, c'est ceux qui ne comprennent rien à la chose politique. Donc, ils vont les amadouer facilement. Et ces mêmes personnes-là vont aller voter pour eux. Et bien sûr, elles votent sans rien comprendre. Du coup, l'ignorance des autres font payer à tout le monde. Je vais faire du bruit jusqu'à ce qu'on inscrive la question du franc CFA au cœur du débat présidentiel. Ah ouais les gars, c'est possible. Allez, merci de m'avoir suivi les gars. Portez-vous bien quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez et dormez moins bête les gars. Ciao. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre, des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécor, on va faire ton pécor. Pas parasite, ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.